Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Christophe Talon. Nous allons commencer d'ici 2-3 minutes. Restez bien connectés. À tout de suite. Voilà, bonjour à tout le monde. Du coup, nous allons commencer d'ici quelques minutes notre webinaire de ce soir. Karine Toussaint, qui est présente parmi nous ce soir, va donner ce webinaire qui va durer environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, vous aurez l'opportunité de poser vos questions, notamment sur le nouveau statut de travailleur associatif. Voilà, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Christophe Talon. Je suis un nouveau membre de l'équipe de la LFH. J'ai commencé début juillet. Et certains d'entre vous m'ont déjà peut-être vu lors de l'Assemblée générale au mois de juin. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, je suis donc un nouveau membre de l'équipe et je vais m'occuper principalement de la Club Manager Academy. Nous suivons notre nouveau plan stratégique. Nous allons mettre beaucoup d'énergie sur la Hockey Academy de manière générale, qui comprend 3 axes de formation. La Club Manager Academy dont je m'occupe, mais également la Coach Academy qui s'occupe de la formation des coachs et l'Umpire Academy qui s'occupe de la formation des arbitres. Donc voilà, ce soir, ce webinaire, c'est pour la Club Manager Academy. Et merci à tous d'être présents ce soir. Vous êtes beaucoup, une quarantaine. Et voilà, je suis sûr que ce sera super utile. Karine Toussaint, donc, est conseillère juridique à l'ISF. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Karine. Et donc, comme je vous ai dit, elle va passer une grosse demi-heure à vous présenter les différents statuts qu'on peut utiliser pour les collaborateurs d'un club sportif, et donc d'un club de hockey, et va mettre l'accent sur le nouveau statut. Je pense que beaucoup de personnes présentes ce soir sont ici pour ça, pour le travail associatif, qui est un nouveau statut qui est d'actualité depuis le 15 juillet 2018. Et donc, vous pourrez poser toutes vos questions par rapport à ceci dans ce webinaire. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à Karine. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, statut social et fiscal du cadre sportif, c'est une petite formation que j'avais déjà eu l'occasion de donner pour l'association de hockey il y a 2-3 ans, mais bon, depuis, il y a des choses qui ont changé, et notamment donc, ce fameux statut du travailleur associatif. Donc aujourd'hui, on va reparler, juste refaire un petit point pour que tout le monde comprenne bien la différence entre le volontariat et le travail associatif, puisque ce sont vraiment 2 statuts différents. On va reparler donc du volontaire
ou du bénévole, c'est toujours la même chose chez nous, de l'indépendant, 2-3 dias sur l'indépendant, le prestataire occasionnel parce que c'est quand même toujours utile aussi, et donc le travailleur associatif pour terminer. Évidemment, dans les clubs et les fédérations, c'est toujours possible aussi d'être travailleur salarié, mais là, ce sera l'objet d'une autre présentation parce que ça prendrait vraiment trop de temps et qu'il n'y a pas eu vraiment de changement dans ce cadre-là récemment. Voilà, donc je propose de commencer par le volontaire, qui est donc toujours le statut le plus courant pour les entraîneurs, les arbitres, les formateurs dans les clubs sportifs. On revient sur cette loi qui date quand même du 3 juillet 2005. Donc avant 2005, pour rappel, il n'y avait pas de loi qui encadrait le volontariat. Donc il y avait ce qu'on appelle un vide juridique, ce qui était un petit peu embêtant parce que par exemple les volontaires n'étaient pas assurés, etc. Donc on rappelle clairement qu'est-ce que dit la loi. Un volontaire, toute personne physique qui exerce une activité de volontariat. Avec ça, on n'est pas bien avancé, donc on va essayer de définir le volontariat. Volontariat, toute activité exercée sans rétribution ni obligation. Je vais d'abord ouvrir la loi et puis après on parlera en français. Au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celles qui exercent l'activité, au profit d'un groupe, d'une organisation ou de la collectivité dans son ensemble. La loi dit aussi que l'activité est exercée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui l'exerce, et qu'elle n'est pas non plus exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de service ou d'une désignation statutaire. Alors concrètement, que faut-il retenir de tout ce charabia juridique? Là, on voit bien que les lois ne sont pas écrites pour qu'on les comprenne, n'est-ce pas? Pour savoir si on est dans le cadre du volontariat, il y a donc 5 conditions qui doivent être réunies. Tout d'abord, la condition qui est liée un petit peu à la philosophie de la loi, donc c'est la finalité d'aider autrui. C'est l'idée qu'on ne fait pas ça pour soi-même, on ne fait pas du volontariat pour soi-même, on le fait pour une association, pour aider les autres. Il n'y a pas de contrainte à exercer l'activité. Ça veut dire qu'on n'est pas sous contrat avec l'association pour laquelle on exerce une activité. On peut partir quand on veut, il n'y a pas de contrainte, on ne peut pas obliger les gens à exercer dans le cadre du volontariat. Important à retenir aussi, c'est que cette activité se pratique hors du cadre familial ou privé. Donc, quand on va aider sa voisine à faire sa vaisselle ou à tapisser sa cuisine, ben, on n'est pas dans le cadre du volontariat, là, on est dans le cadre privé. Idem si on fait la même chose pour sa grand-mère. Important aussi, à l'exclusion de toute entreprise commerciale, donc là, ça signifie bien que le volontariat ne s'exerce que dans le cadre du secteur non marchand. Donc, pas de volontariat pour une entreprise commerciale. Attention notamment pour les clubs de fitness, etc., qui sont souvent des entreprises commerciales. Alors, pas si on est salarié ou indépendant en même temps pour la même activité chez le même employeur. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, comptable salarié dans un club de hockey, vous ne pouvez pas en même temps être volontaire pour ce club de hockey pour la même activité. Donc, vous ne pouvez pas vous demander le dimanche matin de venir faire quelques heures supplémentaires de comptabilité en vous défrayant dans le cadre du volontariat. Ça, ce n'est pas possible, ce serait du travail au noir. Par contre, évidemment, vous pouvez être comptable salarié et être entraîneur ou arbitre, ça, il n'y a aucun souci. Le point le plus important à retenir, évidemment, pas de rémunération. On ne va jamais parler de rémunération pour les volontaires, puisque la rémunération est liée au contrat de travail, et c'est vraiment ce qu'on veut éviter ici. Donc, si on est dans ces 5 conditions, on est bien dans le cadre de la loi de 2005 sur le volontariat. Je vous l'ai dit avant, il y avait un vide juridique. La loi elle a été faite, a priori, pour protéger les gens. Et donc, les obligations de l'employeur envers les volontaires ont été mises en place via cette législation. L'obligation, c'est une information. Donc, information, quand vous avez un volontaire qui arrive dans votre association, on doit l'informer sur certains points. Sur le but et les statuts de l'association, donc si c'est une ASBL, ben c'est facile, il y a les statuts, on peut aller voir au moniteur. Si c'est une association de fête, il y a encore quelques clubs en association de fête, mais je pense que dans le hockey, quasiment plus, mais on doit informer sur l'identité du ou des responsables de l'association, simplement pour savoir à qui s'adresser en cas de souci, d'accident par exemple. L'information doit être faite aussi sur les contrats d'assurance qui sont souscrits, donc on en parlera un petit peu plus loin. Sur les modalités éventuelles du versement d'indemnités, donc ça ce sont les défraiements, et éventuellement s'il y avait un secret professionnel à respecter, il faudrait aussi informer le volontaire sur ce point. A priori, dans le secteur sportif, on ne va pas parler de secret professionnel qui est plutôt réservé au secteur socio-éducatif, au secteur médical. Chez nous, c'est plutôt un devoir de discrétion. Donc, par exemple, s'il y a des informations que votre nouvel entraîneur ne peut pas divulguer, il faut l'en informer au moment de son arrivée.
Donc la loi dit qu'il faut informer, elle ne dit pas par contre comment il faut informer, mais a priori, on doit pouvoir faire la preuve qu'on a informé. Donc comment faire la preuve qu'on a informé? C'est mieux de faire une note d'information qui sera rédigée en 2 exemplaires, un exemplaire pour vous, donc le gestionnaire du club, et un exemplaire pour le nouveau volontaire. Vous pouvez aussi évidemment mettre ces informations sur votre site internet, les afficher au Valve, etc. Mais voilà, en cas d'inspection, si on vous demande avez-vous bien informé vos volontaires, c'est quand même plus facile d'avoir un écrit. Le volontaire, lui aussi, a des obligations. Dans certains cas, il faut signaler aux autorités compétentes qu'on va exercer une activité volontaire. Le plus important, c'est pour les chômeurs ou les prépensionnés qui doivent toujours compléter ce fameux formulaire C45B qui doit être rendu à l'ONEM via le syndicat ou la CAPAC. Donc, ce n'est pas une demande d'autorisation, mais c'est une déclaration d'activité bénévole. Donc, l'idée est toujours là de vérifier si le chômeur a encore suffisamment de temps pour chercher du travail et que son activité bénévole ne va pas l'en empêcher. Si le volontaire est en incapacité de travail, il doit aussi remettre un formulaire qui est un formulaire de l'INAMI, qui est disponible sur leur site. Il doit le remettre via le médecin conseil de la mutuelle. Ici, l'idée est de voir si son activité bénévole ne va pas nuire à son état de santé. Si le futur volontaire perçoit le RIS, donc le revenu d'intégration sociale, s'il dépend du CPAS, il doit aussi prévenir son assistant social. Là, il n'y a pas de formulaire spécifique, simplement prévenir son assistant social. Il n'y a pas d'autorisation à obtenir. Et quelque chose qui est encore un peu connu, mais qui est toujours d'application dans certaines administrations. Donc, si le futur volontaire est fonctionnaire, il doit remplir une déclaration de cumul et la remettre à son supérieur hiérarchique. Là, c'est pour vérifier que son activité bénévole ne va pas en fait nuire à l'image du fonctionnaire et que voilà, son image est toujours irréprochable. On sait par exemple que les fonctionnaires n'ont pas le droit d'aller au casino. Ben, c'est un peu ça aussi. Donc ça, ce sont les obligations du volontaire, mais évidemment, c'est vous, en tant qu'employeur, qui devez l'en informer au moment de son arrivée. Alors, est-ce que le volontaire peut percevoir un salaire? Évidemment, non. On l'a dit, un salaire, une rémunération est liée à la notion de contrat de travail. Ici, on n'est pas dans la présence de travailleurs. On veut vraiment éviter qu'ils soient assimilés à des travailleurs. Donc, on ne parle pas de salaire. Par contre, évidemment, on peut les indemniser pour leurs prestations. La loi de 2005 met en place un système via des circulaires fiscales qui permet de défrayer les volontaires, l'idée étant que ce n'est pas parce qu'on fait du volontariat que ça doit nous coûter de l'argent. On donne déjà beaucoup de son temps, si en plus ça nous coûte de l'argent, voilà, ça ne va pas. Donc le défraiement qui est permis, 2 systèmes possibles, je les rappelle, le système des frais réels. Là, il n'y a aucun plafond, mais vous devez remettre tous les justificatifs de dépenses avec une note de frais à l'association. Donc les tickets, les factures, voilà, toutes les preuves de dépenses. Là, pas de plafond. Soit ce qui est plus souvent utilisé, le système du défraiement forfaitaire. Ici, vous avez le système du défraiement forfaitaire général, que je vais commencer par vous exposer, et puis il y a des exceptions. Le défraiement forfaitaire, en 2018, c'est toujours maximum 34,03 € par jour, avec un plafond de 1 361,23 € par an. Donc ça, c'est le plafond qui est valable pour 2018. En général, c'est indexé au 1er janvier, pas chaque année, mais ça l'a été ici depuis les 2 dernières années. À ce plafond maximum, on peut ajouter le remboursement de frais de déplacement pour un maximum de 2000 km par an. Comment va-t-on faire pour rembourser ces frais de déplacement? Évidemment, on ne va pas vous demander les tickets du garagiste et vos tickets d'essence. On va utiliser un taux qui est celui en fait qui est utilisé pour le remboursement des frais de mission des fonctionnaires, qui est donc un taux actuellement de 0,3573 maximum du kilomètre. Attention parce que ce montant-là, il n'est pas indexé au 1er janvier, lui, il est indexé au 1er juillet de chaque année. Donc là, il vient de changer. 2000 km réellement parcourus. Pourquoi est-ce que je souligne réellement parcourus? Parce que l'idée n'est pas de donner une petite dringuelle de fin d'année en disant, mais tiens, au mois de décembre, on va vous compter sur votre dernière note de frais 2000 km à 0,3573, ce qui fait quand même un petit pactole de 714 €. L'idée, c'est plutôt sur toutes les notes de frais qui sont remises par mois, par trimestre, enfin, ça comme vous voulez, de mettre les kilomètres qui sont parcourus en lien avec l'activité bénévole. Donc attention, parce qu'au niveau des contrôles sociaux, fiscaux, c'est quelque chose qui est vérifié. Donc évidemment, avec votre calendrier des compétitions, par exemple, des championnats, on peut aisément vérifier les prestations qui ont été effectuées. Donc ne pas tricher sur ce point-là. Si les personnes se déplacent à vélo, le taux est de 0,20 € par kilomètre.
J'ajouterai que là, ce sont vraiment des maxima. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez donner moins ou ne rien donner du tout, c'est toujours possible. J'ai ajouté en nota bene qu'une future révision de la loi du 3 juillet 2005 sur le volontariat prévoit la suppression du plafond de 2000 km dans le cas du transport de personnes. Donc, si vous transportez, par exemple, des jeunes pour une compétition ou des collègues, entraîneurs, à ce moment-là, le plafond de 2000 km sautera. C'est une loi qui devrait sortir ici vers octobre-novembre, on l'espère, donc on vous tiendra au courant, évidemment, via votre newsletter. Est-ce qu'on peut défrayer les volontaires autrement que via ces deux systèmes? Non. Ça veut dire que pour l'instant, on ne peut toujours pas leur donner de petits cadeaux, on ne peut pas leur offrir des vacances, etc. Là aussi, dans la révision de la loi, il va y avoir des petites adaptations par rapport à ça. Justement, on aura l'autorisation de donner des petits cadeaux. Mais toujours pas un voyage en Concorde pour les États-Unis. Le concours n'existe plus d'ailleurs. Alors, conséquences fiscales et sociales pour le volontaire et pour l'association. Donc, si les plafonds et ou justifications de frais sont bien respectés, les défraiements ne doivent pas être déclarés dans le chef du volontaire. Donc, il faut bien dire à votre comptable qu'il n'y a rien à déclarer à ce niveau-là. Certains comptables ne sont pas encore au courant de cette loi. Donc, il faut vraiment bien faire attention. Il ne faut absolument pas déclarer les défraiements de volontariat dans la déclaration d'impôt. L'association ne va payer aucune indemnité, aucune charge sur ces indemnités, pardon, donc pas de cotisation sociale non plus. Bien faire attention que si le volontaire preste dans plusieurs associations, les indemnités perçues sont cumulées. Donc le plafond de 1 300 €, ça vaut pour toutes ces activités, pour toute l'année civile. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelques exceptions au montant que j'ai donné. Ce sont des particularités pour le secteur sportif. Et donc certains volontaires prestant dans le domaine du sport bénéficient de montants forfaitaires spéciaux. On parle ici des stewards, des joueurs, des entraîneurs, des contrôleurs, des caissiers. Dans certains sports et certaines divisions, le football, le basket, le hockey et le handball. C'est une circulaire fiscale, la RH 241, qui détaille ça. Et donc, voilà les montants qui sont autorisés par cette fameuse circulaire. Donc, pour les entraîneurs auxiliaires, les contrôleurs, les personnes chargées de l'entretien des terrains, on voit que c'est 12,50 € par match. Si on fait la lessive des équipements, on a droit à 15 € par match, les caissiers 20 €, les responsables des contrôleurs et caissiers 25 €, les stewards 25 €. On souligne que l'application de la circulaire n'est pas obligatoire, que les volontaires peuvent toujours opter pour le système général que j'ai expliqué précédemment s'ils le désirent. Évidemment, on ne peut pas cumuler les deux, il faut faire un choix. Mais a priori, le choix est assez vite fait ici, puisque au niveau du hockey, on vous autorise ces montants par match. Ils sont a priori beaucoup plus intéressants que le système général. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus de limitation. On ne dit pas un nombre de matchs, on ne dit pas un montant maximum sur l'année. Donc voilà, chaque fois que c'est un match, c'est-à-dire quand il y a du public, eh bien, on peut utiliser ce système. La loi sur le volontariat exige aussi que les volontaires soient couverts au niveau des assurances en responsabilité civile par l'association pour laquelle ils effectuent des prestations. Donc ça veut dire que votre ASBL, votre club, votre fédération doit assurer ses volontaires en responsabilité civile. Certaines associations souscrivent aussi une assurance individuelle accident, mais cela n'est pas obligatoire de par la loi. A priori, la licence de la fédération, ici au hockey, couvre les joueurs et couvre les entraîneurs et exactement aussi les administrateurs. Donc ça, c'est à vérifier suivant le sport, mais a priori, la licence les couvre en assurance individuelle accident. Mes deux collègues, Kevin Megria et Sophie Deneau, sont spécialisés au niveau des assurances. Vous pouvez donc les contacter si vous avez des questions à ce sujet. Vous avez leurs coordonnées sur la DIA. Après le volontaire, il y a évidemment l'indépendant. Je sais qu'il y en a beaucoup au niveau des clubs de hockey, donc statut alternatif pour les entraîneurs, les formateurs, les arbitres. Toujours deux possibilités pour l'indépendant, soit il est à titre principal, c'est-à-dire que c'est son métier, il le fait avec l'exclusion de toute autre activité, soit il est, et c'est le cas le plus souvent dans le secteur du sport, il est indépendant à titre complémentaire. Donc ça veut dire qu'il exerce en plus de son activité indépendante un autre métier, au minimum à mi-temps, ou statut assimilé pour les enseignants, c'est-à-dire qu'un enseignant doit avoir 8/10 d'un horaire complet pour pouvoir prétendre au statut d'indépendant complémentaire. Obligation de l'association envers l'indépendant, ben là c'est le plus simple à utiliser puisqu'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de note d'information, il n'y a vraiment pas de lien de subordination, c'est-à-dire que le gérant du club n'a pas l'autorité sur le travailleur indépendant, il ne peut pas lui imposer ses conditions de travail.
Ça ne veut pas dire pourtant qu'on peut faire n'importe quoi. Je pense qu'il est vraiment très important de mettre au clair dès le départ les modalités d'exercice de l'activité, c'est-à-dire les tarifs qui vont être pratiqués, les horaires, les conditions de travail, les responsabilités de chacun. Mais il faut bien veiller à ce que ça soit négocié donc, entre le prestataire, c'est-à-dire votre entraîneur, et l'association. On ne doit pas faire de contrat de travail, je vous l'ai dit, il ne faut vraiment pas que ça ressemble à un salarié, donc attention à ce que vous allez indiquer dans la convention de collaboration indépendante. On a un modèle qu'on peut mettre à votre disposition, ça peut s'appeler un contrat de service, mais il faut faire très attention qu'il n'apparaisse pas un lien de subordination. Par exemple, on ne met pas des durées de préavis, des choses comme ça, des horaires trop stricts. Bon, c'est négocié, évidemment, on sait bien que l'entraîneur, s'il doit venir certains jours à certaines heures, mais voilà, il ne faut pas que ça apparaisse de manière trop autoritaire dans la convention, au risque que le contrat soit requalifié en contrat de travail, ce qu'on veut éviter, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on va rétribuer le travailleur indépendant? Là, tout simplement, il va remettre une facture au centre sportif, au club pour qu'il ait effectué ses prestations. Il peut se faire rétribuer à l'heure, via un forfait par prestation, tout autre mode de calcul que vous aurez déterminé ensemble. Il n'y a pas de salaire minimum pour les indépendants, on est complètement libre. Alors, pour l'indépendant, quelles sont les conséquences fiscales et sociales? Eh bien, évidemment, ici, il va devoir déclarer ses revenus, puisqu'il s'agit d'un statut professionnel, de revenu professionnel, dans la partie 2 de sa déclaration d'impôt. Le cas échéant, il devra s'immatriculer à la TVA. On ne va pas revenir ici sur la TVA parce que c'est une formation en soi, mais je tiens à votre disposition de la documentation à ce sujet si vous le souhaitez. S'il est salarié par ailleurs, donc en tant qu'indépendant complémentaire, évidemment, ses revenus vont s'ajouter à ceux de son emploi principal, mais bon, il ne faut pas oublier qu'il pourra déduire fiscalement tous les frais qui sont liés à son activité, récupérer éventuellement la TVA. Donc, ce sont des choses qu'il faut un peu aussi présenter aux entraîneurs qui voudraient prendre ce statut. Donc, ça peut être quand même très intéressant à partir du moment où les prestations sont importantes. Pour l'association, encore une fois, aucune charge sociale. Vous payez le montant de la facture et c'est terminé. Pour plus d'informations, je vous renvoie au site du SPF Finance et de l'INASTI, l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. Troisième possibilité, les prestations occasionnelles, qui seront à mon avis de moins en moins utilisées maintenant que nous avons le statut de travailleur associatif, mais il y en aura quand même toujours. Donc je note bien ici en rouge une exception à manier avec prudence. Et donc, en quoi ça consiste, les prestations occasionnelles? Eh bien, si les prestations de l'entraîneur sont vraiment très occasionnelles, c'est-à-dire une fois par an par activité ou pour un montant très très limité, il ne va pas relever nécessairement du statut d'indépendant. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas devoir se déclarer en tant qu'indépendant et prendre un numéro d'entreprise. Mais par contre, l'association devra absolument établir une fiche fiscale pour cette prestation, puisque ce travailleur ne va pas vous envoyer de facture, il faut que vous puissiez avoir une pièce dans votre comptabilité pour le paiement de ces prestations, et donc fiche fiscale 281,50. Ce n'est pas très intéressant pour le travailleur parce que la taxation est importante, donc ça va dans la case revenus divers de la déclaration d'impôt, prestations occasionnelles, vacations, et c'est taxé forfaitairement à 33%. Donc évidemment, c'est quand même assez costaud comme impôt, ce n'est pas très très intéressant. Donc, on se renseigne auprès de l'administration fiscale locale ou l'INASTI, car cette exception est sujette à interprétation. Une fois par an par activité, le montant très limité, ce n'est pas très clair, ce sont des choses qu'on nous dit par téléphone, mais voilà, il n'y a rien de vraiment formalisé à ce niveau-là, donc il faut être prudent avec ce système. Par contre, une autre solution qui est efficace, si à un moment donné, vous devez employer quelqu'un ponctuellement, que cette personne n'est pas indépendante et que le volontariat ne peut pas convenir puisque vous voulez donner un montant plus élevé que ce qui est permis, c'est de passer par des intermédiaires qui vont facturer les prestations. Donc, vous pouvez évidemment engager les personnes via une société d'intérim, comme un décor, un stat, etc. Mais aussi, la personne peut s'adresser à des coopératives d'activité comme Smart, Diez. Ce sont des associations qui vont facturer les prestations à leur place et qui vont établir une fiche de paye pour les travailleurs et payer les cotisations sociales, prélever l'impôt, etc. Pour les entraîneurs ou les jeunes qui démarreraient une activité indépendante et qui ont peur de se lancer, voilà, peur un petit peu des risques de l'activité indépendante, il y a aussi les couveuses d'entreprise, donc je cite ici Jobin, mais évidemment il y en a d'autres suivant les régions. Donc ce sont des associations, des coopératives aussi souvent, qui sont agréées par les régions et qui sont subventionnées pour permettre le lancement des activités. Donc par exemple, un jeune qui est au chômage et qui souhaite devenir coach sportif peut très bien
développer son activité dans une couveuse d'entreprise comme Jobin pendant une année ou même jusqu'à 18 mois. Et donc, à ce moment-là, il garde ses droits au chômage et il teste son activité en toute sécurité. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une couveuse. Donc, c'est aussi une bonne solution pour des prestations occasionnelles ou des gens qui ne veulent pas prendre le statut d'indépendant. Alors, passons maintenant au fameux nouveau statut qui s'est appelé travail temps libre, activité complémentaire, travail semi-agoral. On va voir un peu l'évolution de ce statut. On se demande ici, donc, est-ce que c'est bien une aubaine pour le secteur sportif? Tout le monde a applaudi quand Maggie de Bloch a sorti son statut, mais tout le monde dans le secteur sportif, mais peut-être pas dans les autres secteurs. Vous vous souvenez certainement que cette loi, en fait, a subi beaucoup d'aléas. Elle devait sortir normalement en janvier 2018 et finalement, elle est sortie qu'en juillet, tellement il y avait de l'opposition au niveau du Conseil national du travail, au niveau du syndicat des indépendants, le Conseil d'État. Voilà, les problèmes de concurrence qui émergeaient, etc. Mais bon, ça finit quand même par être voté. Et donc, c'est vrai que c'est une revendication ancienne du secteur sportif d'obtenir un statut spécifique pour ses entraîneurs, ses arbitres, ses coachs, etc. Et donc, il y a une dizaine d'années déjà, on parlait d'un travail qu'on appelait semi-agoral, qui était une traduction, on ne sait pas d'où, d'un néerlandais un petit peu vaseux, à mon avis, un projet de statut spécifique qui était revendiqué afin de répondre aux réalités de terrain. Donc, c'était une étude de la VUB qui a confirmé les besoins spécifiques du monde sportif, qui prévoyait bien la possibilité de percevoir un revenu limité dans le cadre des activités sportives, mais il y avait à ce moment-là un taux d'imposition spécifique qui était prévu, un taux léger, mais un taux d'imposition quand même. On avait aussi demandé, par ailleurs, le doublement du montant annuel du forfait pour les volontaires, hein, aussi bien l'AISF que la VSF, donc notre pendant néerlandophone, ainsi que nos collègues germanophones. On avait remis au ministre compétent une demande de doublement du plafond annuel de défraiement. On avait reçu un avis positif du Conseil supérieur des volontaires, si je me souviens bien, c'était en 2014, mais ça n'avait pas bougé depuis. Et nous avons appris récemment que le ministre des Finances revenait sur cette circulaire et allait probablement finalement accorder ce doublement du plafond. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore passé. Donc là encore, il faudra qu'on vous tienne au courant dans les mois à venir. Alors, ce nouveau statut, finalement, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle activité complémentaire. Et donc, c'est par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale que ce statut a été mis en place. Il comporte 3 piliers. Les 3 piliers sont le travail associatif, c'est-à-dire un citoyen qui travaille pour une association ou pour une administration publique. Donc, ça peut être aussi une commune, une province, une région. Quand on dit association, ici, c'est aussi bien ASBL qu'association de fait. Et donc, c'est ce qu'on va développer plus spécifiquement ce soir, donc le travail associatif. Le deuxième pilier, c'est le travail de citoyen à citoyen, c'est-à-dire un citoyen qui va délivrer des services occasionnels à un autre citoyen. Donc là, c'est je vais tondre la pelouse chez mon voisin et il me donne 50 € pour ma prestation. Troisième pilier qui a été inclus dans cette loi sur la relance économique, c'est l'économie collaborative. Ça, c'est le citoyen qui preste via des plateformes agréées. On peut voir la liste des plateformes agréées sur le site du ministre De Croo. C'est par exemple Uber, Deliveroo, etc. Et donc, l'économie collaborative, qui avait un statut spécifique, est aussi venue maintenant dans cette loi. Donc, on a groupé. Maggie de Bloch a voulu grouper tout ça. Alors, pourquoi un statut spécifique pour le secteur sportif et pourquoi celui-ci nous convient? C'est vrai que la grande majorité des collaborateurs, vous le savez, exercent leur activité de manière accessoire, en plus de leur métier, et que le statut de travailleur indépendant n'est pas nécessairement attractif pour tout le monde, puisqu'il suppose quand même des obligations administratives qui sont lourdes au regard des revenus qui sont perçus quelquefois. Et on se rend bien compte que le volontariat est souvent, pour ne pas dire toujours, insuffisant face aux réalités du terrain. Donc, la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas prévue pour un nombre important de prestations, comme on peut le voir dans les exemples qui suivent ici. Voilà, puisqu'on peut percevoir un défraiement limité à 34 € par jour avec un maximum de 1 361 € par an. Ça veut dire une limite de 40 prestations par an, ce qui ne couvre pas une saison sportive de 10 mois. Hein, par exemple, s'il y a 80 entraînements, à raison de 2 par semaine, ce qui est encore assez limité. On arrive à 120 jours par an, 40 matchs, donc voilà, sans compter les stages qui sont organisés par les clubs durant les vacances, etc. Deuxième exemple, c'est celui d'un arbitre qui va prester 40 jours par an en championnat, plus 10 pour les matchs de coupe, et qui peut être amené à arbitrer des rencontres internationales 5 ou 6 week-ends par an, ce qui fait 60 jours pour une année.
Donc, on voit bien ici que le volontariat, ça ne peut pas suffire. Et donc, si la personne ne souhaite pas être indépendante, on a quand même un problème pour la payer, d'où travail au noir, évidemment. Maggie De Block n'a pas caché son souhait au moment de la conférence de presse de régulariser le travail au noir via ce nouveau statut, elle l'a dit. Conséquence de ces difficultés de payer donc, les collaborateurs sportifs, c'était les difficultés de recruter aussi, un turnover important dans les clubs, du travail non déclaré. Et on ne compte pas non plus les autres frais qui sont exposés, les formations, l'équipement, le matériel sportif, le téléphone, Internet, etc. Et donc, le nouveau statut de travailleur associatif va, a priori, résoudre une grande partie de ces difficultés. Mais qui peut l'utiliser? Pas tout le monde. Donc, l'esprit du travail associatif, c'est vraiment de dire que les personnes qui cotisent déjà par ailleurs, c'est-à-dire en fait les gens qui ont déjà un travail, peuvent se faire de l'argent avec une activité complémentaire. Donc, quand on parle de travailleurs ici qui cotisent déjà, on parle de travailleurs salariés qui prestent au moins un 4/5e temps. Et donc, encore une fois, pour les enseignants, 8/10 de l'horaire prévu, puisque vous savez que les horaires des enseignants varient en fonction du fait qu'ils sont enseignants à l'école primaire, en secondaire, à l'université. Il est aussi accessible aux indépendants. Donc, on parle ici des indépendants à titre principal, évidemment, puisque les autres, s'ils sont à titre complémentaire, ils sont d'office salariés par ailleurs. Donc, les indépendants, en condition que cette activité travail temps libre ne soit pas identique à leur activité principale. Donc, ça veut dire qu'un coach sportif indépendant qui ne fait que ça, dont c'est le métier, ne peut pas en plus devenir travailleur associatif dans la même profession. Par contre, il pourrait très bien être travailleur associatif dans une autre fonction. Les pensionnés, qui ont bien eux aussi cotisé toute leur vie, ont le droit de travailler dans le nouveau statut. On parle ici de la pension légale. Bon, éventuellement une pension anticipée, puisque suivant les métiers, on peut avoir une pension avant l'âge de 65 ans, mais les pré-pensionnés, eux, ne sont pas concernés. Alors, a priori, les demandeurs d'emploi ne sont pas concernés par ce statut de travailleur associatif, mais certains d'entre eux, dans un cadre plus strict, peuvent l'être quand ils sont dans un parcours de réintégration qui est agréé par le Forum ou le VDAB. Et donc, voilà, c'est réservé aux associations, ils ne peuvent pas faire de service entre citoyens. Et c'est aussi les plateformes d'économie collaborative. On a une petite disposition spécifique. En fait, si on est déjà sous contrat de travailleur associatif et qu'on perd son emploi, donc on devient chômeur, on peut terminer son contrat de travail associatif jusqu'à son terme. Alors, pour quelle fonction? C'est là que ça devient intéressant pour nous. On voit en fait que quasiment toutes les fonctions qui sont utiles dans les clubs, fédérations sportives et centres sportifs sont reprises dans la liste. C'est donc une liste fermée qui est sur le site activitécomplémentaires.be. Et donc je reprends ici les métiers qui nous concernent. Cette liste est fermée, ça veut dire qu'on ne peut pas en sortir. Tous les métiers qui sont là, a priori, c'est bon pour nous. Mais si c'est autre chose qui n'est pas dans la liste, ça ne peut pas rentrer dans le statut de travailleur associatif. Donc, on voit ici animateur, chef, moniteur, coordinateur dispensant une formation générale socioculturelle, initiation sportive, activité sportive. On voit aussi les personnes actives au sein du mouvement de jeunesse des plaines de jeu. Le deuxième point, eh bien voilà, on est en plein dedans pour les clubs, hein, entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain, signaleur lors des compétitions sportives. Je précise qu'au niveau des coachs sportifs et des entraîneurs, ils peuvent aussi effectuer du travail de citoyen à citoyen, donc des leçons de sport pour un citoyen, ça marche aussi, ce n'est pas seulement pour le travail associatif. Les concierges d'infrastructures de jeunesse et infrastructures sportives, culturelles, artistiques peuvent aussi utiliser ce statut. Ça va aussi régulariser beaucoup de gens. On ajoute ensuite des domaines de la gestion administrative, de l'organisation pratique d'activités, etc., aide et appui occasionnel et à petite échelle. On ne sait pas ce que veut dire petite échelle, on ne sait pas non plus ce que veut dire occasionnel, et en fait, on nous dit, quand on gratte un petit peu, que le travail associatif, lui, peut être fait de manière très régulière, donc occasionnel et à petite échelle. Voilà, je pense que c'est quelque chose dont ils auraient pu se passer. Patrimoine culturel immobilier, jeunesse, sport, enseignement, coopération, développement, travail socioculturel, etc. Donc, ça concerne aussi, par exemple, les administrateurs. Vous faites de la gestion administrative, vous vous occupez un petit peu du site internet, de la communication du club, etc. Vous pouvez faire ça dans le cadre du travail associatif.
Il y a aussi les formateurs, donc dispensent de formation, de lecture, de présentation sur des thèmes culturels, artistiques, sociétaux et sur l'environnement, et ceci pour des clubs sportifs, des organisations en faveur de la nature, etc. Je ne vais pas plus loin, on dit bien pour des clubs sportifs, donc formation, lecture, présentation, c'est bon. Alors, combien peut-on gagner avec ce nouveau statut? Donc, quand la loi est sortie, on a annoncé 500 € par mois et 6 000 € par an. Le fait est que ce sont des montants qui étaient prévus en janvier 2018 et que depuis, ça a été déjà indexé. Donc, en fait, la rémunération maximum pour l'instant, elle est de 510,83 € par mois et donc 6 130 € par année civile. C'est un plafond qui vaut pour les 3 piliers conjoints pour 2018. Donc, ça veut dire que si on fait du service de citoyen-citoyen et du travail associatif et qu'en plus, on travaille chez Deliveroo, il faut faire attention, les 6 000 €, c'est pour toute l'année, pour toutes les activités. Vous voyez ici en italique que j'ai indiqué que pour le secteur sportif uniquement, il était prévu que le plafond mensuel soit porté à 1 000 €, qui devra aussi être indexé, et ce, à partir du 1er janvier 2019. Donc l'idée est de mieux correspondre au caractère saisonnier des activités. Ça va sortir via normalement ce qu'on appelle cette loi réparatrice, qui devrait sortir ici en octobre-novembre aussi, on l'espère. Mais donc, ça sera d'application à partir du 1er janvier 2019. Donc, le plafond, ce sera un peu plus que 1 000 € plutôt que 510, mais uniquement pour le secteur sportif. Encore une fois, c'est du sur-mesure pour nous. Alors, c'est bien une rémunération, mais ce ne sont pas vraiment les travailleurs, puisque la loi sur le contrat de travail ne s'applique pas à eux, le droit du travail ne s'applique pas à eux, en dehors de la législation sur le bien-être au travail. Et donc, aucune cotisation sociale et aucun impôt ne sont prélevés sur ces montants. Cette rémunération, ce n'est pas un revenu imposable, donc elle n'affecte pas non plus le calcul des indemnités de maladie éventuelles du partenaire. Et l'indemnité, on nous dit bien qu'elle couvre tous les frais qui sont liés aux prestations. Donc, c'est bien un forfait, on ne peut pas y ajouter d'autres frais de déplacement, de téléphone ou autre. Et donc, cette indemnité sera indexée chaque année au 1er janvier. Alors, est-ce qu'on doit être assuré quand on est dans le travail associatif ou au service de citoyen à citoyen? Eh bien, oui. L'association qui emploie le travailleur associatif doit souscrire une assurance responsabilité civile. Donc ça, c'est la même que celle des volontaires. Mais elle doit aussi souscrire une assurance qui couvre les dommages corporels. Donc, si la personne en elle-même se blesse durant son activité. Dans le contrat de travail associatif dont on va parler juste après, on doit indiquer le numéro des polices d'assurance. Comme la loi est sortie un peu brutalement au mois de juillet et que personne n'est trop au courant finalement, les assureurs n'ont pas prévu de contrat spécifique jusque-là. Donc, au niveau de la ISF, nous avons interpellé directement ETIAS, qui est un de nos partenaires, avec qui nous travaillons très régulièrement, en leur soumettant la question, ben voilà, quel est le contrat d'assurance qui va permettre d'assurer les travailleurs associatifs? Et donc, ici, on va avoir bientôt un contrat spécifique qui va sortir pour ces travailleurs. On vous tiendra au courant, évidemment. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines. Là, c'est en cours de validation. Je suppose que les autres compagnies, évidemment, vont suivre. Mais voilà, nous avons posé la question à ETIAS, qui est notre partenaire. Pour les services entre citoyens, c'est la personne elle-même qui effectue les petits travaux qui doit souscrire son assurance, responsabilité civile supplémentaire, en cas de dommage à son client. Donc voilà, on peut supposer que l'ARC familiale puisse avoir un avenant pour ce travail associatif. Donc on retient bien que pour le travailleur associatif dans une ASBL, c'est l'ASBL qui le couvre. La personne qui fait du service de citoyen entre citoyens, c'est elle qui doit se couvrir. Alors concrètement, comment doit-on faire pour déclarer ces travailleurs? Puisqu'on a dit que ce n'étaient pas vraiment les travailleurs ordinaires, on ne doit pas faire de DIMONA, hein, il n'y a pas de DMFA, tout ça. Les personnes qui souhaitent effectuer des prestations de travail associatif doivent être enregistrées via une application qui a été mise en place par l'ONSS. Donc, c'est un site spécifique. On ne va pas sur la DIMONA, on va sur le site activitécomplémentaire.be. Donc, ce sont bien les employeurs au niveau du travail associatif qui vont effectuer la déclaration et qui doivent également rédiger, avant le début des prestations et avant l'encodage de la prestation, un contrat qui va fixer, entre autres, la rémunération. Le modèle de ce contrat est fixé par le gouvernement, il est fixé par arrêté royal, et donc le contrat est disponible sur le site activitécomplémentaire.be, mais bon, sur ce site, il est là en PDF. Nous, on vous a fait un petit modèle sous format Word, qui sera plus pratique pour vous. Il est téléchargeable sur notre site.
Par contre, les citoyens qui effectuent des services de citoyen à citoyen, eux ne doivent pas rédiger de contrat, mais ils doivent bien s'enregistrer eux-mêmes via l'application de l'ONSS. L'ONSS va partager les informations qui sont issues de ces déclarations avec le SPF Finance et avec l'INASTI pour évidemment permettre tous les contrôles utiles, vérifier si les personnes qui sont renseignées dans le cadre du travail associatif ou du service de citoyen à citoyen remplissent bien les conditions pour bénéficier de ce nouveau statut. Alors, il y a quand même des petites limites auxquelles il faut être attentif. Peut-on remplacer un travailleur déjà présent dans l'association par un travailleur associatif? Eh bien, non. L'idée, évidemment, n'est pas de remplacer vos travailleurs salariés par des travailleurs associatifs. Ça serait un petit peu trop facile, juste pour éluder les cotisations sociales. Et donc, une association ne peut pas faire appel à une personne qui a effectué des activités complémentaires, pour remplacer un travailleur qui était en service pendant les 4 trimestres précédents. Donc, quelqu'un qui est chez vous sous contrat de travail depuis moins d'1 an, vous ne pouvez pas le remplacer par un travailleur associatif. En outre, le travail associatif ne peut pas, au cours d'une même période, être cumulé avec un travail de nature professionnelle indépendant pour la même association. Donc, ça veut dire que l'indépendant ne peut pas être en même temps travailleur associatif pour votre association. Voilà, s'il fait de la peinture en tant qu'indépendant et qu'il fait de la peinture chez vous, ben, il ne peut pas non plus. Par contre, est-ce qu'on peut cumuler avec le volontariat? Eh bien là, c'est réponse de Normand, c'est oui et non. C'est-à-dire que dans la période où la personne fournit des prestations de travailleur associatif, donc la loi dit elle ne peut pas faire office de volontaire au sens de la loi de 2005 pour la même organisation dans la mesure où elle reçoit un défraiement. Par contre, on peut dire voilà, en creux en lisant la loi qu'un volontaire qui ne reçoit pas de défraiement peut aussi être en même temps travailleur associatif. Donc le cumul, il peut se faire si le volontaire n'est pas défrayé. Je pense ici aux administrateurs qui souvent ne sont pas défrayés. Eh bien, ils peuvent être en même temps travailleurs associatifs. Sinon, par rapport à vos entraîneurs, etc., imaginons qu'ils ont été volontaires au début de l'année 2018, eh bien, voilà, vous pouvez épuiser leur quota de volontariat au niveau de leur forfait voilà, jusqu'au mois d'août, et à partir du mois de septembre, vous décidez que ce sont des travailleurs associatifs. Ça ne pose pas de souci, puisqu'il n'y a pas de cumul. Le tout, c'est de ne pas faire les choses en même temps. Et donc, c'est pareil pour le contrat de travail, le contrat de service, la désignation statutaire pendant la durée du contrat associatif, pas de cumul en même temps. Mais donc, on sous-entend bien qu'il est possible que ces statuts se succèdent. Alors, pour plus d'informations sur la mesure, évidemment, il y a le site de l'ONSS, activitécomplémentaires.be. On tient donc un modèle de contrat spécifique à votre disposition. J'ai aussi rédigé un article sur la question qui vous a déjà été fourni par la fédération. Il y a évidemment encore beaucoup de questions et vous allez pouvoir m'en poser quelques-unes maintenant. Nous allons prendre le temps de le faire, mais il y a aussi beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'en fait, l'ONSS a été un peu pris de court avec cette loi qui est sortie un peu brusquement, je l'ai dit, au mois de juillet. Et donc, l'application, elle doit un petit peu encore être éprouvée et des modifications doivent être faites. Il y a notamment quelque chose qui est un petit peu embêtant, c'est le fait que quand on indique le montant de la rémunération de la personne quand on va la déclarer dans l'application, c'est un montant qui ne peut pas être rectifié par après. Donc ça veut dire qu'imaginons vous engagez quelqu'un pour des stages et vous dites ben, ce mois-ci je vais lui donner 500 €. Et si la personne, au cours de la prestation, tombe malade et n'effectue pas toutes ses prestations et finalement vous lui en donnez que 250, ben dans l'application, il sera toujours indiqué 500. Donc, ça veut dire que pour le montant total sur l'année, ça va fausser les choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit encore être résolu par l'ONSS. Maintenant, voilà, ils n'ont pas encore eu toutes les questions possibles et imaginables puisque ça vient de démarrer. Et donc, la jurisprudence n'existe pas encore, elle va se créer tout doucement. Voilà, maintenant, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc, je vous propose de poser vos questions. Vous avez normalement... dans le chat, là, enfin, vous avez sur votre petit écran à droite un point d'interrogation dans un cercle qui vous permet de poser les questions et je vais y répondre au fur et à mesure. Et donc, je propose qu'on donne un petit break à Karine. Oui, ça va. Et on sera de retour d'ici 5 minutes donc, pour répondre à vos questions. Et donc, les questions se trouvent dans votre barre de menu à droite, comme disait Karine. Et alors, vous avez, si vous cliquez
sur cette barre de menu, vous avez une petite ligne en gris où il est marqué questions. Et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et on est de retour d'ici 2-3 minutes pour y répondre. Merci. Merci. Voilà, me voilà de retour. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Je vais tenter de les regrouper et d'y répondre verbalement, ce serait plus simple. Nicolas me demande s'il y a un lien réalisé entre le montant contractuel et le paiement effectif. C'est bien justement le problème que j'évoquais tout à l'heure par rapport à cette déclaration. Parce que sur le contrat, vous allez dire, voilà, on va lui donner 500 € par mois. Dans la déclaration, on va peut-être dire aussi, on va lui donner 500 € par mois puisque c'est le montant qui est sur le contrat. Et effectivement, on va peut-être lui payer un peu moins. Donc là, c'est le problème qu'il y a pour l'instant avec l'ONSS, le fait qu'on ne puisse pas rectifier la déclaration.
Le paiement effectif, voilà, s'il est fait sur le compte bancaire, évidemment, on peut toujours vérifier. Maintenant, il n'y a pas d'application qui permet de croiser cette donnée-là pour le moment. Reçoit-on la présentation? Oui, on va recevoir la présentation. Oui, elle sera mise sur le site prochainement. Voilà. Alors, ai-je bien compris qu'il n'est pas possible d'avoir une même personne sous contrat d'indépendant pour coach et sous statut d'activité complémentaire? Oui, c'est ça en fait. Donc, l'indépendant ne peut pas exercer en même temps la même activité en tant que travailleur associatif. Donc, si on est coach professionnel, on ne peut pas être travailleur associatif coach, mais on peut faire une autre activité. On peut peut-être un peu jouer sur les mots aussi par rapport à ça, donc il faut faire attention, mais voilà. Est-ce qu'un coach, c'est la même chose qu'un arbitre? Non. Est-ce que c'est la même chose qu'un entraîneur? Ben oui. Voilà, il faut faire attention. Véronique nous dit inscription à l'ONSS égale fiche fiscale. Eh bien non, il n'y a pas de fiche fiscale, il n'y a pas de fiche de paye. Donc, votre secrétariat social n'intervient aucunement par rapport aux travailleurs associatifs. Tout ce que vous faites, c'est faire signer un contrat. Vous donnez un exemplaire à votre travailleur associatif, vous gardez un exemplaire dans vos archives, vous faites la déclaration en ligne et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de fiche fiscale à établir et il n'y a pas de fiche de paye non plus. Donc, ce ne sont pas des travailleurs au sens contrat de travail de la loi 78. Alors, on me demande si c'est une année civile ou une année saison pour le travail associatif. C'est bien l'année civile. Donc, les plafonds, ils valent du 1er janvier au 31 décembre. C'est la même chose que pour le volontariat à ce niveau-là. Petite question un peu plus délicate. Est-ce qu'un sportif rémunéré, joueur de DH, peut avoir le statut de travailleur associatif lorsqu'il entraîne de jeunes joueurs? Eh bien, ici, raisonnons logiquement. En droit, c'est ce qu'on essaie de faire d'habitude. Un sportif rémunéré est un travailleur sous contrat de travail avec une fédération ou avec un club. Et donc, il a un contrat de travail en tant que joueur. Est-ce qu'il peut avoir un statut de travailleur associatif lorsqu'il entraîne des jeunes joueurs? Eh bien, là, en tant que travailleur associatif, il ne sera pas joueur, il sera entraîneur. Donc, a priori, je dirais que c'est possible, mais voilà, c'est peut-être un peu limite. Il faut peut-être voir avec l'ONSS. Il y a encore donc des questions auxquelles on ne peut pas tout à fait répondre ce soir. Mais donc, il y a un centre de contact à l'ONSS à qui vous pouvez poser cette question. Est-ce qu'on peut exercer cette activité, une activité d'entraîneur dans un club sous le nouveau régime et être indépendant complémentaire dans un autre club? Oui, ça, pas de souci. Le travailleur associatif doit-il être résident belge et doit-il être employé en Belgique? Eh bien, ça n'est pas dit dans la loi, mais donc ça n'est pas interdit non plus. Donc, en fait, pour pouvoir travailler, reprenons la logique encore une fois, pour pouvoir être travailleur associatif, il faut être soit travailleur salarié au moins 4/5e temps en Belgique, soit indépendant à titre principal, toujours en Belgique. Donc, en fait, ce qui est croisé comme données, ce sont les données avec de la Dimona et les données de la Banque Carrefour des entreprises. Donc, a priori, si la personne a le droit de travailler en Belgique et qu'elle répond aux conditions, donc qu'elle cotise par ailleurs, il n'y a pas de souci à ce qu'elle soit aussi travailleur associatif. On nous demande la formule qu'on préconise pour les étudiants si le seuil du statut bénévole est dépassé. Ah ben oui, c'est toujours le problème. Les étudiants ici, ben, ils ne sont pas compris dans le travail associatif, évidemment, puisqu'ils sont étudiants et ils ne sont pas travailleurs au minimum à 4/5e temps. Donc, si le statut du bénévole est dépassé, pour eux, il reste toujours les contrats de 25 jours. Donc, ce sont les vacataires, les fameux articles 17. On n'en a pas parlé ce soir puisque ce sont des salariés. Donc, ça permet de travailler 25 jours par an durant les stages. C'est vraiment pour tout ce qui est extrascolaire, les vacances scolaires, les activités en dehors des heures scolaires. Et donc, c'est 25 jours par an qui peuvent être cumulés avec le statut d'étudiant. Donc, il peut être étudiant pendant là, tout le temps auquel il a droit, suivant son forfait. Et puis, travailleur sous contrat vacataire article 17, 25 jours par an. Là non plus, pas de cotisation sociale. Donc, pour les étudiants, il y a une cotisation sociale réduite, tandis que pour les travailleurs article 17, il n'y a pas de cotisation sociale du tout. Il y a par contre un petit précompte à retenir, mais comme c'est 25 jours, a priori, le salaire n'est pas très élevé, donc il y a peu de précompte. Donc, pour les étudiants, il reste toujours cette solution. Ou sinon, de passer ben voilà, par Smart, par exemple, pour faire facturer leurs activités s'ils ne veulent pas devenir indépendants. Mais je rappelle que depuis l'année dernière, il existe aussi un statut qui s'appelle étudiant entrepreneur. Donc, ça veut dire que des étudiants qui souhaitent prendre un statut d'indépendant
bien qu'ils aient le statut d'indépendant à titre principal, puisqu'ils ne sont pas salariés par ailleurs, ils bénéficient de cotisations réduites comme les indépendants à titre complémentaire. Donc, si vous avez besoin d'informations là-dessus, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie tout ça. On me demande aussi de préciser la notion de concierge, puisqu'on a dit que les travailleurs associatifs pouvaient être concierges d'infrastructures sportives. Est-ce que ça peut comprendre les hommes à tout faire, les femmes d'ouvrage, etc. À partir du moment où les concierges, a priori, il fait souvent de l'entretien, mais bon, je dirais que le concierge, c'est quand même quelqu'un qui doit être logé sur place. Donc, si cette personne est logée sur place et que voilà, son boulot, c'est du boulot de concierge, c'est-à-dire d'ouvrir et de fermer des portes, de surveiller et de faire un peu d'entretien et de petits travaux, oui, c'est permis en travail associatif. Les étudiants en graduat d'éducation physique peuvent-ils rentrer dans ce cadre? Eh bien non, puisqu'ils sont étudiants, ils ne sont pas salariés ni indépendants à titre principal, donc ce n'est pas accessible pour les étudiants. Est-on sûr que le plafond pour le travailleur associatif passera à 1 000 € par mois à partir de janvier 2019? Eh bien, on en sera sûr quand la loi sera sortie. Donc, c'est cette loi réparatrice qui a été renvoyée en deuxième lecture. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup d'opposition là-dessus, puisque la législation principale est passée, ça ne changera pas grand-chose. Cette loi réparatrice, voilà, elle va simplement modifier le plafond. Elle va aussi permettre justement aux personnes qui ont travaillé dans le cadre d'un contrat de travail de 25 jours de bénéficier du travail associatif dans l'année qui suit, ce qui n'est pas permis pour l'instant. C'est un oubli dans la loi qui est sortie en juillet. Et puis, elle va aussi permettre de modifier un petit peu la liste, c'est-à-dire que dans la liste actuelle, il y avait encore des gens qui ne souhaitaient pas y être, c'est-à-dire par exemple des gens qui sont dirigeants de maisons de jeunes, des choses comme ça, qui se trouvaient dans la liste alors qu'ils ne devaient pas. Alors, lorsqu'on parle de facture de service d'entraîneur par un indépendant, n'est-ce pas d'office une facture avec TVA? Bon, on avait dit qu'on ne parlait pas de TVA aujourd'hui. C'est vraiment un sujet très, très important. Mais en fait, voilà, en deux mots, il n'y a pas nécessairement de la TVA sur une facture pour un entraîneur de club sportif. Donc, en gros, si l'entraîneur facture ses prestations à une ASBL sportive, il n'y a pas de TVA à porter en compte. C'est une exception. Je peux vous envoyer aussi par mail la législation à ce sujet. Par contre, si c'est par exemple un moniteur qui va donner des cours particuliers, là, il doit mettre de la TVA sur ses prestations. Il y a aussi la possibilité d'avoir le statut de franchisé, c'est-à-dire que si on ne gagne pas plus de 25 000 € par an, on peut demander le régime de la franchise à la TVA. C'est un régime qu'il faut demander. Donc là, on ne rentre pas de déclaration TVA, on ne porte pas de TVA en compte sur les factures. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment demander via le guichet d'entreprise à la TVA. Et j'ai bien compris qu'il fallait déclarer la rémunération du travailleur associatif de façon mensuelle. Eh bien, en fait, quand on encode la déclaration du travailleur, on peut faire un contrat pour une durée maximum d'1 an. Donc, en fait, on doit dire parce qu'on va lui donner sur 1 an, mais en effet, dans la déclaration, que je n'ai pas encore vue puisqu'on n'a pas la possibilité de faire de simulation malheureusement sur le site, mais c'est ce qu'un directeur de centre sportif m'a dit, il faut indiquer la rémunération mensuelle. Donc oui, on est un petit peu coincé à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on a demandé à l'ONSS d'essayer de modifier parce que c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Pour le monde sportif, on peut aller jusqu'à 1 000 € par mois, limité à 6 160 par an, correct, oui, mais ce sera un peu plus que 1 000 € puisque ça sera indexé donc, au mois de janvier. Le plafond annuel, lui, ne va pas bouger. Alors, pour revenir sur la question des sportifs rémunérés, il doit bien être occupé à 4/5e temps minimum. Oui, beaucoup de joueurs ne sont pas nécessairement sous contrat. Ben oui, je suis désolée, mais voilà, ça ne résout pas tous les problèmes, ce nouveau statut. Dominique, le sportif, il doit être occupé au minimum à 4/5e temps, en effet. Donc, il faut vraiment être salarié au minimum à 4/5e temps pour pouvoir être aussi travailleur associatif. Alors, si un entraîneur décide de payer sa cotisation sous la forme d'une compensation de rémunération, est-ce considéré comme une rémunération et donc inclus? Frédéric, je ne peux pas répondre à votre question, je pense vraiment que non. Une compensation de rémunération, je ne vois pas comment ça pourrait être considéré ici. Il faut vraiment avoir un contrat de travail et être salarié. Donc non, pour moi, ça ne va pas. 4/5e en Belgique, est-ce que le joueur étranger avec un contrat à l'étranger peut avoir un contrat de travail associatif? Ça fait partie des exceptions qu'il faut signaler à l'ONSS. Donc, si vous allez voir un petit peu après cette présentation, si vous allez voir sur le site activitécomplémentaires.be, vous verrez qu'il y a une page réservée aux cas un petit peu particuliers,
notamment par exemple pour les pensionnés, les gens qui ont travaillé à l'étranger, etc. Et donc en fait, quand vous allez essayer d'encoder cette personne, si elle n'est pas vraiment dans une situation classique de donc, personne qui est enregistrée en tant que travailleur en Belgique, ça va probablement être refusé par l'application et donc l'ONSS doit faire une manipulation pour vous permettre d'encoder cette personne. Donc, a priori, s'il est un travailleur qui est au moins 4/5e temps et qui a un contrat à l'étranger, on ne dit pas que c'est interdit, mais vous ne pourrez pas l'encoder directement. Il faudra vraiment que l'ONSS fasse une manipulation. Donc, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Je repasse rapidement en revue. Voilà, mais on n'a pas, voilà, tout ce qui est technique, je dirais malheureusement, je ne peux pas beaucoup vous aider puisque l'application elle est toute neuve, hein, ça date du 15 juillet. Et donc, pour tout ce qui cloche encore dans l'application, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Là, il faut vraiment voir avec l'ONSS. Mais donc, nous, au niveau de l'ISF, c'est clair qu'on a déjà interpellé sur certains points. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est vraiment de nous faire, si vous essayez d'encoder des prestations et que vous voyez quelque chose qui coince ou qu'on vous donne une réponse qui n'est pas satisfaisante à l'ONSS, encore une fois, je répète, la législation est toute neuve et ils ont un petit peu de mal pour le moment, il faut un peu leur laisser le temps quand même. Mais donc, faites remonter ça via la fédération. Voilà, comme ça, ils pourront me donner un petit peu plus d'informations. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Je vais répondre à toutes les questions. Oui. Oui. Voilà. Un grand merci à tous de votre participation ce soir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on mettra le webinaire en ligne sur le site internet. Et durant les prochaines semaines, on va aussi retravailler toute la plateforme de la Club Manager Academy. On va mettre beaucoup de documents à jour. Et notamment donc, ce webinaire en ligne que vous pouvez donc revoir ou que d'autres membres de votre conseil d'administration ou de votre club de hockey pourront également revoir. Je vais préciser aussi qu'en fait, au niveau de l'ISF, on a demandé à l'administration de l'ONSS de pouvoir faire en concertation avec eux des séances d'information pour les clubs sportifs. Donc, on aurait aimé faire une séance d'information dans chaque province dans les mois à venir. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu de réponse de leur part, mais on insiste fortement pour qu'ils le fassent avec nous, pour qu'ils puissent venir répondre en direct à toutes ces questions un peu spécifiques et un peu techniques où malheureusement, on n'a pas encore d'infos pour l'instant. Donc ça, on vous tiendra au courant. Je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, à la newsletter de l'ISF où on vous informera des dates des formations si on arrive à organiser ça avec l'ONSS. Voilà. Voilà, merci beaucoup Karine. Merci. Et quant à moi, donc, si vous avez d'autres questions durant la semaine ou plus tard, vous pouvez toujours me contacter directement sur mon adresse mail, christophe.talon@hockey.be. Et sinon, durant la saison, on organisera aussi d'autres formations et tout ça, on vous tiendra sûrement au courant. Voilà, un grand merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt.